Le héros de l'histoire. Bonjour à tous, vous écoutez le héros de l'histoire, votre dévoué serviteur. Dans cette vidéo, nous allons parler du chapitre 1, partie 1.1 de mon mémoire de recherche sur la figure chevaleresque. Dans cette partie, nous allons étudier l'évolution technologique des jeux vidéo, étude qui est nécessaire pour l'étude de la figure chevaleresque, puisque l'évolution technologique impacte directement la représentation chevaleresque, ne serait-ce que par l'évolution des graphismes. Avant de commencer, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'introduction de mon mémoire, je vous recommande vivement de la voir avant celle-ci. Autrement, nous pouvons commencer. Chapitre 1. Cadre et contexte. Où vivent les chevaliers. Partie 1.1. Les portes vers d'autres mondes. Alors, quelles sont ces portes qui permettent d'accéder à d'autres mondes? Pour ce qui nous intéresse, il s'agit de plusieurs objets technologiques permettant de jouer aux jeux vidéo, de regarder des films, de regarder des séries, ou bien encore de voir des publicités. Tous entrent dans la catégorie médias. En somme, il s'agira d'identifier et de présenter les différents supports permettant d'accéder à notre corpus. Commençons par les supports permettant de jouer aux jeux vidéo. Quelles sont les machines nous permettant de jouer? Et quelles influences, quelle spécificité le jeu vidéo a-t-il sur les autres types de supports que nous aborderons? Avant de commencer à répondre à cette dernière question, donnons une définition de ce qu'est le jeu vidéo. Dans le prologue du livre Philosophie des jeux vidéo, Mathieu Triclot met en scène une discussion entre Mario et Socrate qui tente de définir ce qu'est le jeu vidéo. Socrate résume la définition de Mario de cette manière. Un jeu vidéo est un programme avec lequel on interagit via une interface, aujourd'hui graphique, et cela pour s'amuser, pour le plaisir et non pour produire quelque chose. Mais pour Socrate, cette définition n'est pas complète, et il faut ajouter un monde avec lequel interagir. Ce qui distingue d'ailleurs le jeu vidéo de tout autre support, c'est ce caractère interactif. Le joueur ne se contente pas de regarder son personnage, mais il le joue, le déplace, le fait interagir avec l'environnement. L'individu se projette donc différemment dans le jeu vidéo, puisque ses choix auront un impact sur le jeu vidéo, même si évidemment, selon les jeux et ce qu'ils nous permettent de faire, la liberté d'action sera plus ou moins importante. Il faut aussi ajouter un état ludique, qui n'est pas très différent de l'état dans lequel nous met la lecture ou le cinéma. Ces états instrumentés sont des états de retrait vis-à-vis du cours ordinaire de la vie sociale, ce qui n'a pas été moins reproché à la lecture et au cinéma qu'aux jeux vidéo. Enfin, nous pouvons ajouter qu'il existe plusieurs types de jeux vidéo. On ne joue pas de la même manière à chaque jeu. Maintenant que cette définition a été donnée, ajoutons cette phrase de Gilles Brougère. Jouer à un jeu ne signifie pas que tous les joueurs jouent au même jeu ou entendent le jeu de la même façon. Que nécessite le jeu vidéo comme matériel? Soulignons dès maintenant la diversité des supports du jeu vidéo. Il nous faut aussi distinguer les supports des jeux vidéo en eux-mêmes. D'un côté, les supports, ce sont les ordinateurs, les consoles portables, etc. Et ce sont ces supports qui permettent la lecture des logiciels de jeu. Notre corpus met en lumière cette diversité et il est évident que chaque support influence le gameplay, mot que l'on peut définir par ce que le jeu propose en termes de jouabilité, et donc d'expérience de jeu. En tout, même s'il en existe d'autres encore, notre corpus aborde 4 types de supports distincts, console de salon, console portable, PC et smartphone. Bien entendu, il existe de nombreuses consoles de salon différentes, de nombreuses consoles portables différentes et les autres supports ont aussi leur diversité. De plus, de 1980 à 2019, les spécificités technologiques évoluent, les machines devenant toujours plus puissantes et affichant ainsi des graphismes toujours plus réalistes, tout en offrant de nouvelles façons de jouer. Tout cela est très important. En effet, les joueurs, au fil des années de l'histoire du jeu vidéo, ne jouent pas avec les mêmes consoles et donc pas avec les mêmes manettes. Ils ne voient pas les mêmes graphismes non plus. Ainsi, les chevaliers que l'on rencontre dans les années 80 ne ressemblent pas à ceux que l'on rencontre aujourd'hui, et cela s'explique notamment par ce décalage technologique. Plus on avance dans l'histoire du jeu vidéo, plus les graphismes sont détaillés, pour ne parler que de cet aspect. Ainsi, cette différence entre les années 80 et les décennies suivantes est en partie liée à la puissance des machines. Pour s'en rendre compte, prenons un exemple de notre corpus qui traverse toute notre période, les jeux de la licence The Legend of Zelda de Nintendo. Le premier Zelda sort en 1986 sur NES. Le dernier de notre corpus sort en 2017 sur Nintendo Switch. La NES est une console de salon de 3e génération, la première de Nintendo. La Switch est une console de salon hybride
qui peut être utilisée comme console portable. La Switch appartient à la 8e génération de consoles. La première affiche des graphismes en 2D, la dernière affiche des graphismes en 3D et en haute définition. Même si The Legend of Zelda de 1986 est bien un jeu d'action-aventure, comme l'est également The Legend of Zelda Breath of the Wild, les possibilités de ce dernier sont bien plus vastes. Entre ces deux jeux, de nombreux autres sont sortis, sur console de salon et sur console portable. Il ne s'agira pas ici d'étudier la figure chevaleresque que représente Link, nous ferons cela plus tard en même temps que les autres figures chevaleresques. L'objectif sera de montrer l'évolution des graphismes, du gameplay des consoles de Nintendo à travers la franchise Zelda. Disons que c'est un exemple commode permettant d'illustrer ce à quoi peut ressembler l'évolution du jeu vidéo à travers l'évolution d'une franchise particulière. Pour cela, nous prendrons un jeu Zelda par génération de consoles. Une génération de consoles correspond à un groupe de consoles ayant à peu près la même période d'exploitation. Commençons donc avec le premier jeu de la série. Sur cette image, nous voyons un exemple des graphismes du premier jeu Zelda sorti en 1986. Ce sont des graphismes en 2D, mais contrairement à d'autres jeux de l'époque où il était seulement possible d'aller de gauche à droite, là il est possible en plus d'aller en haut et en bas de l'écran, d'aller et venir d'une zone à l'autre. Ce jeu innove en son temps avec ce qu'il était possible de faire en matière de graphisme en 2D. Link est le petit personnage, pratiquement au centre de l'image, habillé en vert avec notamment son bonnet, et il brandit une épée. Autour de lui, le décor est minimaliste en raison des capacités limitées de la console. Tout autour de l'image, des éléments de couleur verte évoquent des arbres. Nous voyons également 3 ennemis à l'écran qui sont de couleur rouge et blanc. Enfin, le lieu dans lequel se trouve le personnage s'ouvre sur 3 chemins différents que le joueur peut emprunter pour aller d'une zone à une autre. À l'écran, vous pouvez maintenant voir la NES. C'est sur cette console de salon, dite de 3e génération, que se jouait le jeu dont il a été question précédemment. La console était reliée à une télévision. C'est aussi valable pour les autres consoles de salon de notre corpus. La cassette de jeu était placée dans l'ouverture que l'on devine sur la façade de la console, et le joueur interagissait avec la manette rectangulaire que l'on voit au premier plan. C'est une manette très minimaliste, et d'ailleurs Nintendo ne cessa d'innover en la matière. Ici, la manette propose une croix directionnelle à gauche, les touches Start et Select au centre, et enfin les touches A et B à droite. Passons maintenant à un autre jeu Zelda sur une autre console de Nintendo. Sous vos yeux, une capture d'écran de The Legend of Zelda A Link to the Past, sorti en 1991 sur Super Nintendo. Nous sommes ici dans une nouvelle génération de consoles, la 4e. La vue du dessus est conservée dans ce jeu, les graphismes sont toujours en 2D mais grâce à une puissance disponible supérieure, ils sont plus soignés. Il y a plus de couleurs à l'écran, les traits sont plus fins, il est possible de reconnaître davantage d'éléments. Là, on devine facilement que Link est dans une forêt. Il y a des arbres, des troncs creux dans lesquels Link peut s'engager. Les ombres des arbres sont visibles. Ici, Link est le personnage au centre tenant un bouclier. Cela ressemble beaucoup à du dessin. Salva Fernandez, dans son livre Zelda l'aventure sans fin, parle de ce jeu comme d'un bijou en 2D. Sous vos yeux maintenant, la Super Nintendo, qui est sortie tout d'abord en 1990 au Japon, avant de sortir ailleurs dans le monde. La cartouche de jeu s'insère dans la fente gris foncé sur le dessus de la console. La manette s'arrondit à gauche et à droite et gagne 4 boutons de plus par rapport à la manette de la NES. En effet, nous avons toujours la croix directionnelle, Start et Select, et aux boutons A et B s'ajoutent les boutons Y et X, et 2 gâchettes sur la tranche arrière de la manette placée face à nous. En créant une manette avec davantage de boutons, cela permet plus de possibilités de gameplay. En effet, dans un jeu vidéo, chaque bouton de la manette est utilisé pour une action ou pour une autre. Ainsi, le fait d'en avoir plus permet plus de possibilités. Ce n'est donc pas anodin si la manette de la Super Nintendo dispose de davantage de boutons que la manette de la NES. Comme nous pouvons le constater, il n'y a donc pas que les graphismes qui évoluent, mais également le gameplay, et cela passe notamment par une nouvelle manette. Nous sommes maintenant en 1998, date de sortie de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Ce jeu marque le passage à la 3D pour la licence, et ce fut un modèle de réussite en son temps. Salva Fernandez parle d'Ocarina of Time comme la pierre angulaire à partir de laquelle on peut appréhender toute la franchise. Ce jeu, selon lui, ouvre le chemin de la 3D. En somme, dans les années 1990, on atteint l'apogée des jeux 2D et l'on passe au premier jeu 3D, dont Ocarina of Time fait partie. Le constat que l'on peut faire sur cette image est sans appel. Link nous apparaît en vue à la 3e personne courant le long d'un chemin, avec un bouclier en bois et une épée dans son dos, toujours vêtu de ses habits verts. Nous distinguons au loin un château, à gauche un arbre et à droite une falaise. Le joueur peut voir au loin, contrairement à nos 2 exemples précédents qui se jouaient en vue du dessus.
Le point de vue du joueur se trouve autour de Link, la caméra peut bouger. Ainsi, son exploration du monde va être différente. En effet, son exploration va se faire au gré de ce qu'il verra apparaître au loin. Le joueur peut être intrigué par un arbre, un château, une ruine ou tout autre élément du décor. Il va devoir s'approcher pour voir de plus près et examiner s'il est possible d'interagir ou non avec l'élément en question. Tandis que pour les exemples précédents, le joueur découvrait chaque zone comme un tableau en vue du dessus et, au moment de passer d'une zone à une autre, il ne pouvait pas prévoir ce qu'il allait découvrir. La 3D change la manière d'appréhender et de découvrir le monde que propose un jeu vidéo. Cela change aussi le rapport au personnage. Link n'est plus le même, il apparaît au joueur dans un format plus réaliste, ce qui peut faciliter la projection du joueur. En somme, cela change le gameplay et le level design. Penser un jeu en 2D est différent de penser un jeu en 3D. À l'écran, vous pouvez maintenant voir la Nintendo 64 qui est sortie en 1996 au Japon avant d'être disponible ailleurs dans le monde. Au premier plan, nous pouvons voir la manette, plus complexe que celle de la NES et de la Super Nintendo. Un stick directionnel au centre de la manette apparaît. On trouve la croix directionnelle à gauche et les boutons A et B à droite avec en plus 4 boutons jaunes. Derrière la manette, une gâchette à droite et une gâchette à gauche. Sous la branche du milieu, il y a encore une autre gâchette. Au centre, le bouton Start en rouge. On peut le constater, la manette gagne en complexité et donc les possibilités de gameplay s'approfondissent, en plus de la puissance supplémentaire qu'apporte la console. La grande nouveauté par rapport aux exemples précédents réside dans le stick directionnel, le joystick. Auparavant, il y avait déjà eu des consoles avec des joysticks. Cependant, il s'agissait alors de jeux vidéo en 2D, et donc l'usage du joystick n'était pas celui qu'en fait les jeux vidéo en 3D. Là, avec la multiplication des jeux vidéo en 3D à partir de la moitié des années 90, l'usage d'un joystick précis est nécessaire. Pour Nintendo en tout cas, il s'agit bien d'une nouveauté. Concrètement, les déplacements dans un jeu 3D nécessitent plus de précision. C'est ce que permet le stick directionnel. Tandis que dans un jeu en 2D, la croix directionnelle est plus appropriée. Sur cette console, la cartouche de jeu s'introduit par la fente grise. Voici maintenant The Legend of Zelda Wind Waker, sorti en 2003 sur la Nintendo GameCube. Entre ce jeu et Ocarina of Time, 5 années les séparent. La 3D s'affine. Ici, ce sont des graphismes en cel shading que l'on peut aussi qualifier de cartoon. Ce type de graphisme est un choix artistique. L'équipe en charge de produire Wind Waker estime qu'au début des années 2000, trop de productions se ressemblent et elle veut ainsi se démarquer. C'est aussi un choix pratique. L'emploi du cel shading permet d'économiser de la puissance, de faciliter et d'accélérer le développement du jeu. En effet, c'est plus facile d'animer des graphismes en cel shading et d'obtenir un rendu acceptable que d'animer des graphismes photoréalistes. Sur l'image proposée, nous voyons Link en vue à la troisième personne, avec un bouclier et une épée dans le dos, toujours vêtu de ses habits verts. Dans ce jeu, l'exploration est encore davantage mise en avant. La carte est grande pour un jeu de l'époque, et nous voyageons sur un bateau d'île en île. Voici maintenant la console sur laquelle est sorti Wind Waker. Elle fait partie de la 6e génération de consoles de salon. Le jeu n'est plus contenu dans une cartouche, mais dans un mini DVD propre à cette console. Ce nouveau format offre plus de mémoire. Le poids des jeux en octets grossit à mesure que les graphismes s'améliorent et que les mondes virtuels proposés grandissent, ce qui nécessite ce plus de mémoire. Et il permet également des temps de chargement plus courts. Cependant, le mini DVD, en raison de sa taille, a moins de mémoire que le DVD qu'utilise la PlayStation 2 à la même époque. En conséquence, certains jeux vidéo nécessitent plusieurs mini DVD. Appuyant sur le bouton de droite sur la console face à nous, le capot se lève et l'on place le mini DVD à plat. La manette, plus ergonomique que celle de la Nintendo 64, a encore évolué. On voit l'apparition, très importante dans l'évolution des possibilités de gameplay, d'un second joystick. Nous avons désormais un joystick à gauche de couleur grise et un joystick à droite de couleur jaune. Très souvent, à partir de cette époque, le joueur déplace son personnage avec le joystick de gauche et bouge la caméra avec le joystick de droite. Avant l'apparition du double stick directionnel, la caméra était fixe ou bien il y avait une touche pour changer de point de vue ou pour recentrer la caméra. Là, cela change la manière d'appréhender les jeux car le joueur est désormais libre de faire tourner la caméra dans tous les sens. L'exploration est ainsi facilitée. D'ailleurs, la grande nouveauté de cette manette, c'est justement ce double stick directionnel. La 3D semble avoir influencé cette évolution. En effet, pour apprécier un monde en 3D, le fait d'avoir une caméra libre offre plus de confort aux joueurs. On retrouve une croix directionnelle, grise, à droite sur la manette. On retrouve le bouton A en vert et le B en rouge, et les boutons X et Y en gris au-dessus du bouton A. Sur la tranche arrière de la manette, on retrouve les deux gâchettes, comme sur la manette de la Nintendo 64, avec aussi le bouton Z juste au-dessus de la gâchette de droite. Il se situait auparavant derrière la branche centrale de la manette de la Nintendo 64. Là encore, on voit que l'évolution de la puissance des consoles induit des évolutions graphiques, des évolutions de gameplay et des évolutions de la manette.
toutes ces évolutions sont liées entre elles. Passons désormais à The Legend of Zelda Skyward Sword, sorti en 2011 sur la Wii. Les graphismes sont plus fins que précédemment, mais il n'y a toujours pas de haute définition pour Nintendo, alors que chez Sony et Microsoft c'est le cas. Pour ce jeu, le design de Link a changé. Les proportions cartoonesques ont laissé place à des proportions plus naturelles, repris de Twilight Princess. Cependant, Twilight Princess avait repris la voie du photoréalisme, tandis que Skyward Sword revient à des graphismes de type cel shading. La vue à la troisième personne est conservée. À l'écran, vous pouvez voir maintenant la Wii, sortie en 2006, d'abord en Amérique du Nord, puis au Japon et ailleurs. Nous en sommes à la 7e génération de consoles. Ce qui est intéressant, ici, ce n'est pas la puissance de la console, qui a peu bougé depuis la GameCube. Nintendo, contrairement à Sony et Microsoft, a pris le pari d'innover non plus en termes de puissance, mais bien en termes de gameplay, en termes de manière de jouer, à travers une manette innovante. La Wiimote est la manette rectangulaire que l'on voit sur l'image, et elle est accompagnée du Nunchuk, que l'on branche à l'arrière de la Wiimote. Le duo Wiimote-Nunchuk fonctionne avec des piles et n'est donc pas relié à la Wii. Cette manette permet la reconnaissance de mouvement. C'est-à-dire que, si Link est toujours dirigé par un stick directionnel, pour ce qui est de la visée et du combat à l'épée, tout se fait par reconnaissance de mouvement. Pour le joueur, d'une certaine manière, l'épée de Link devient la Wiimote qu'il tient dans sa main. En effet, c'est le joueur qui guide l'épée de Link grâce à la Wiimote et à la reconnaissance de mouvement. Le gameplay de Skyward Sword facilite encore la projection du joueur à travers le personnage. D'autant plus que la technologie du Wii Motion Plus permet une reconnaissance de mouvement précise. Pour terminer notre tour d'horizon de l'évolution du jeu vidéo à travers la licence Zelda, voyons désormais The Legend of Zelda Breath of the Wild, sorti en 2017 sur Wii U et sur Switch. Ce jeu marque le passage à la haute définition pour la licence Zelda. Les graphismes sont somptueux et détaillés. Il n'y a qu'à voir l'animation des hautes herbes pour s'en convaincre. Il faut noter que là encore, les graphismes sont en cel shading, et ce style dessin n'est pas sans évoquer le dessin animé Princesse Mononoke. Dans ce Zelda, la vue à la troisième personne est encore conservée. Salva Fernandez parle de ce Zelda comme l'épisode le plus important de la saga depuis Ocarina of Time. Il y a beaucoup à dire sur ce jeu, mais ce qui est important, c'est de constater l'évolution, tant en termes de graphisme qu'en termes de gameplay, par rapport aux précédents épisodes. Ce Zelda est un véritable open world, ce qui permet de pousser l'aventure encore plus loin. Le monde proposé par ce jeu est beaucoup plus grand que les mondes des précédents Zelda. Depuis la création de la licence, l'orientation action-aventure reste d'un jeu à l'autre, mais les possibilités ne sont pas les mêmes. Étant donné le monde très étendu de Breath of the Wild, le joueur ressent davantage cette liberté de mouvement. Le monde qui s'offre à lui est effectivement ouvert et il sera poussé à explorer celui-ci pour découvrir des nouveaux objets, des armes ou des secrets, mais sans y être obligé. Salva Fernandez dit dans son livre, et à juste titre, que pour les jeux en monde ouvert, il y a un avant et un après Breath of the Wild. Voici maintenant la Nintendo Switch, qui est sortie en 2017. C'est une console de salon hybride, qui appartient à la 8e génération. Hybride car elle peut être utilisée en tant que console portable. En mode console de salon, elle est posée sur son dock, comme on peut le voir à l'image, et l'on joue avec la manette à droite. La manette est constituée de 2 Joy-Con, clipsés sur un support, ici en noir. En mode console portable, les 2 Joy-Con sont retirés de leur support pour être mis directement sur l'écran que l'on sort du dock. Ainsi, de cette manière, cette console peut se passer d'une télévision. Pour revenir à ces Joy-Con, ils permettent la reconnaissance de mouvement, mais pour ce qui est du jeu Breath of the Wild, c'est assez peu exploité, sauf ici et là pour quelques énigmes. L'essentiel se fait de manière plus conventionnelle. La manette ici présente ressemble à une manette de GameCube dans l'agencement des boutons. Nous pouvons, cependant, souligner qu'il y a 2 gâchettes à gauche au lieu d'une, et 2 gâchettes à droite au lieu d'une gâchette et du bouton Z. Salva Fernandez dit de ce jeu qu'il régénère le concept de sandbox. Sandbox, autrement dit bac à sable, est une métaphore qui signifie que le jeu permet, comme dans un bac à sable, de faire et d'expérimenter avec une liberté poussée. Le joueur, en parcourant le monde de Breath of the Wild, va découvrir de nombreux éléments qui lui seront utiles pour faire à manger, améliorer ses équipements, remplir des missions, etc. Le jeu propose beaucoup d'interactions inimaginables avant dans les jeux Zelda. Par exemple, Link est capable d'escalader à peu près tout. Même la plus haute montagne du jeu peut être escaladée. Ce n'est pas anodin. En sachant ça, le joueur va être intrigué par tout ce qu'il verra. Il sera poussé à expérimenter le monde qui se propose à lui. Il n'appréhendra pas le monde de la même manière. En arrivant devant une grande porte, ou bien devant des remparts, ou devant une falaise, au lieu de chercher un moyen d'ouvrir la porte, ou bien de contourner les remparts ou la falaise, le joueur pourra tout simplement les escalader. Cela influence ainsi et le gameplay et le level design. Sans être exhaustif,
car il existe d'autres jeux Zelda sur console de salon mais aussi sur console portable, la sélection présentée a pour objectif d'offrir une meilleure compréhension des évolutions du jeu vidéo. Cependant, comme nous l'avons dit, il n'y a pas que les consoles de salon qui permettent de jouer. Il existe d'autres types de supports. Mais l'objectif ici était simplement de mettre en évidence quelques évolutions du jeu vidéo. Ainsi, nous avons pu voir, grâce à l'exemple de la franchise Zelda, que de 1980 à nos jours, les possibilités ont changé. Plus on avance, plus les consoles sont performantes et plus les possibilités sont nombreuses. Il est important de garder cela en tête pour apprécier correctement la figure chevaleresque qui nous intéresse. Les chevaliers dans les jeux vidéo n'apparaissent pas de la même manière et ne se jouent pas de la même façon selon l'époque, notamment en raison des évolutions technologiques. Maintenant, passons rapidement en revue les autres supports liés aux autres types de sources qui composent notre corpus. Nous avons les films qui aujourd'hui peuvent être regardés sur de nombreux supports, à savoir une télévision, un ordinateur, un smartphone, une tablette ou encore au cinéma. Pour les séries, elles peuvent être vues sur une télévision, un ordi, un smartphone ou une tablette. Enfin, pour les publicités, elles peuvent être vues, là encore, sur télévision, ordi, smartphone, etc. Ce qui réunit l'ensemble, c'est qu'un écran est donc nécessaire. Et selon le support, l'écran sera plus ou moins grand, plus ou moins performant, ce qui peut influencer la perception. Il est évident qu'un même film vu au cinéma ou sur l'écran d'un smartphone ne sera pas perçu de la même manière. Comme pour les jeux vidéo, il y a une évolution qui peut être mise en évidence, l'évolution technologique. Dans les films de notre corpus, par exemple, on distingue clairement que plus on avance dans le temps et plus les effets spéciaux possibles se multiplient en quantité comme en qualité. En cela, on peut prendre l'exemple des films Star Wars qui traversent toute notre période. Les combats au sabre laser dans les épisodes des années 80 n'ont plus rien à voir avec ceux des années 2000 et 2010. Ils deviennent de plus en plus spectaculaires au fil du temps. Cette façon de combattre au sabre fait partie de la représentation du chevalier Jedi, autant que son apparence. On distingue également que la qualité des écrans augmente avec le temps. D'ailleurs, l'évolution des télévisions et des consoles de salon est forcément liée puisque ces dernières se branchent sur des télévisions. De plus, l'évolution des consoles est également liée à l'évolution de l'informatique puisque les composants utilisés dans un cas comme dans l'autre sont similaires. Aussi, smartphones et tablettes ne sont arrivés que récemment, vers la fin des années 2000. Là encore donc, la technologie permet plus de qualité, plus de possibilités. La différence essentielle à retenir est que le jeu vidéo est interactif, contrairement aux films, séries et publicités. Cependant, les progrès technologiques profitent à l'ensemble de ces productions. Ainsi, la représentation des chevaliers évolue au fil des progrès technologiques, puisque les possibilités de représentation évoluent. Soulignons que le jeu vidéo, dans sa mise en scène, emprunte notamment au cinéma. Les cinématiques, qui participent à la narration dans un jeu vidéo, en sont un exemple. Il y a de cette façon plusieurs liens unissant les médias de notre corpus. D'où la nécessité d'étudier la figure du chevalier dans le jeu vidéo, en vis-à-vis avec ces autres médias audiovisuels. Voilà, j'espère que cela vous a plu. La partie 1.2 du chapitre 1 sortira bientôt, restez à l'écoute. Nous aborderons la question des mondes secondaires dans lesquels apparaissent les chevaliers. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions et à vous abonner. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.